Nous sommes encore très ravis de vous retrouver, Madame, Monsieur, dans le cadre de votre livraison environnementale. RDC Environnement, comme vous le savez, c'est votre magazine de questions environnementales et de développement durable, cette production de la rédaction de l'agence Galaxy Media. La République démocratique du Congo organise en partenariat, bien sûr, avec la République arabe d'Égypte, les travaux préparatoires de la COP27, la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Ces travaux qui vont bien sûr se tenir en deux segments ici en République démocratique du Congo. D'abord, le segment scientifique qui va avoir lieu à Yangambi, nous sommes là dans la province de la Tchopo, et puis le segment politique qui va se tenir ici à Kinshasa, au Palais du Peuple. Déjà au mois de septembre, c'est le segment des scientifiques, et puis au mois d'octobre, le segment politique. Nous voudrions donc en savoir un peu plus avec la participation de la société civile environnementale, parce que vous le savez, la vice-première ministre et ministre de l'Environnement et du Développement durable a invité non seulement les scientifiques, mais aussi la société civile environnementale, parce qu'elle veut avoir la contribution de chaque partie prenante pour la réussite de cet événement qui est les travaux de la pré-COP 27. Et pour en savoir un peu plus, nous sommes venus au niveau du groupe de travail Climat Rénové, cette structure qui s'intéresse également, bien sûr, aux travaux préparatoires de la COP27. Et nous sommes avec le coordonnateur national du groupe de travail Climat Rénové, M. Guy Kajemba, avec qui nous allons devoir échanger sur cette question. M. Guy, bonjour. Bonjour Ruben. Comment vous allez? Non, ça va très bien, merci. Alors, comme je le disais tantôt, M. Guy, la République démocratique du Congo accueille donc les travaux préparatoires de la COP 27 qui va avoir lieu bien sûr en Égypte au mois de novembre prochain. Déjà, l'organisation de ces travaux par la RDC, un pays bien sûr au potentiel énorme en matière environnementale et qui contribue, comme on le dit d'ailleurs, énormément à la séquestration des émissions de gaz à effet de serre à partir de ces forêts, mais aussi d'autres ressources naturelles. L'organisation de cet événement, ça vous dit quoi, vous, en tant que société civile? C'est une occasion pour nous de visibiliser ou de démontrer à la face du monde que les communautés locales et peuples autochtones contribuent et continuent à contribuer à la protection des forêts. Et que donc nous accueillons cet événement avec beaucoup de joie et nous pensons que nous allons y participer, disons, de manière significative. Nous avons déjà vu la vice-première ministre vous inviter à des réunions, que c'est comme dernièrement, elle a invité non seulement les scientifiques, mais aussi la société civile environnementale, parce qu'elle veut en fait avoir la contribution, la prise en compte de cette société civile qui doit devoir aussi apporter sa contribution à la réussite de cet événement. Déjà, le fait que vous soyez intéressé, vous soyez mis à contribution, est-ce que c'est une considération que la vice-première ministre ou le ministère vous fait par rapport à la réussite des travaux de la COP 27? Oui, nous saluons cette considération. C'est déjà un pas et nous pensons que ça va s'améliorer parce que l'ordonnance du chef de l'État n'a pas pris en compte la société civile et que donc nous sommes contents d'être associés régulièrement aux discussions sur la préparation des activités. C'est une activité de la République. Nous pensons que ce n'est pas une activité du ministère de l'Environnement uniquement. C'est une activité de toute la République démocratique du Congo et que donc nous devons tous nous mobiliser pour accompagner cette activité-là qui est une vitrine pour la RDC, voyez-vous. Il n'y a pas seulement que le ministre de l'Environnement, il y a les autres ministères sectoriels tels que le tourisme, les autres ministères qui participent au pilier de la RED. Et que donc je pense que c'est une conjonction des efforts de tout le monde. Et nous pensons que ça doit être plus porté par le chef de l'État lui-même parce que c'est lui qui doit disons, encadrer, qui doit donner les tonus, qui doit pousser à ce que le travail se fasse de manière à ce que la RDC puisse en sortir gagnant. Est-ce que vous avez été froissé par rapport au manque de votre participation ou vous n'avez pas été repris par l'ordonnance par rapport au comité? Est-ce que vous avez été froissé par rapport à ça? Vous savez que c'est un travail de mobilisation.
Et ce n'est pas un travail comme d'habitude du gouvernement ou des gens des ministères qui font un travail régalien. C'est un problème de mobilisation, c'est un problème national, c'est un problème où il y a il doit avoir une participation active, telle qu'on a vu ailleurs, de la société civile en général, pour essayer un peu de donner un peu de crédit, un peu de tonus à ce travail-là. Alors nous avons été gênés de voir que cette ordonnance est sortie. Nous n'avions pas pris connaissance de son draft. Et que bon, on espère qu'il y a d'autres, comme le délégué du ministère l'ont dit, que c'est juste des coordinations. Mais au niveau pratique, je crois qu'on est un peu intéressé de voir qu'on est de plus en plus associés avec, dans le secrétariat et dans les différentes commissions. Quelle peut être effectivement la contribution de la société civile pour la réussite de ces travaux préparatoires de la COP 27 qu'organise la République démocratique du Congo? Bon, c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux, vous savez que la société civile elle-même mobilise, porte les plaidoyers pour la RDC. Et la société civile est souvent mieux écoutée que le gouvernement parce qu'elle relaie les préoccupations des communautés locales et des peuples autochtones. Vous savez que la RDC est aussi vaste et qu'il y a des réalités dans tous les coins de ces provinces. Notre effort, c'est de visibiliser et de démontrer les efforts des peuples autochtones et communautés locales dans les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique et de la préservation des forêts, en plus de la biodiversité. Un travail qui a toujours été fait de manière spontanée, de manière historique par nos communautés et que nous aurions voulu déjà, Dieu merci, parce qu'il y aura un petit mouvement en Gambie. En Gambie, c'est déjà dans la partie de la forêt et que nos scientifiques vont nous aider de manière quantitative parce que nous, on le fait de manière empirique. De manière quantitative à démontrer qu'il y a des efforts que les communautés fournissent et qu'ils ont droit à des rétributions. C'est aussi une occasion de montrer comment est-ce que ces gens vivent dans les forêts, comment est-ce qu'ils vivent, comment est-ce que la pauvreté menace les gens qui protègent la forêt. Comment est-ce qu'ils ne sont pas rétribués pour le retard des efforts qu'ils ont consentis pour l'humanité pour que ces forêts soient aujourd'hui considérées comme le poumon mondial. Bon, par rapport au segment, il y a le segment scientifique, mais aussi le segment politique. Mais on ne sait pas, à quel niveau les communautés qui protègent, qui préservent les forêts peuvent être impliquées dans la réussite aussi de ces travaux préparatoires de la COP. Est-ce que c'est au niveau de la société civile que ces peuples autochtones, ces populations locales qui protègent les forêts peuvent être impliquées dans la réussite de ces travaux? Je crois que s'il fallait parler de forêts scientifiques, on n'aimerait pas en RDC. La science n'est pas ici. Ces forêts sont des forêts de communautés. Ils ont des savoirs endogènes. Ils ont une connaissance scientifique qui n'est pas écrite et qui est importante pour comprendre un peu. Je ne vois pas qui peuvent aller faire l'inventaire de forêts mieux qu'un peuple autochtone, qu'une communauté, pour savoir les espèces qu'il y a là-dedans. Je ne sais pas qui peut aller retrouver un éléphant qui s'est égaré dans une forêt, scientifique qu'il soit, avant que le peuple autochtone ne puisse les retrouver. Et que donc, je crois qu'il y a un effort à faire de comprendre qu'au-delà de tout ça, il y a des communautés, il y a des peuples qui scientifiquement, mathématiquement, ils ne peuvent pas contribuer, mais qui doivent être consultés, qui doivent donner leur point de vue pour que toutes les connaissances endogènes puissent être prises en compte dans ce travail scientifique. Et que donc c'est à ce niveau-là. Au niveau politique, là, il n'y a pas beaucoup de soucis. Ce sont des Congolais, ils sont dans le territoire, ils sont dans des espaces qui sont gérés par les autorités. Et que donc il y a un contact, il y a des rapports qu'ils ont régulièrement avec l'autorité pour essayer un peu de gérer ensemble ces potentialités. Est-ce qu'aujourd'hui, la société civile peut se dire qu'elle contribue un tant soit peu à la préservation, à la gestion durable de nos écosystèmes forestiers ou de nos ressources naturelles en appui avec le gouvernement, en appui avec le politique? Oui, ça ne serait pas ça le travail de la société civile. Nous faisons une pression, nous faisons un plaidoyer. C'est un devoir régalien d'un État responsable, d'un État sérieux,
de protéger son environnement et de protéger ses forêts et ses écosystèmes. Et surtout d'honorer ses engagements. Parce qu'à un moment donné, c'est un choix à faire. On peut faire comme le Brésil. Et si on le fait, on s'engage. Mais si vous signez, prenez des engagements à partir de la stratégie, vous prenez des engagements dans la lettre d'intention, vous prenez des engagements dans les contributions déterminées nationales. Et ces engagements-là sont des engagements de la République démocratique du Congo. Et que nous, comme ces civils, nous tenons à ce que ces engagements soient respectés. Parce que dans ces engagements-là, il y a une partie qui concerne la réduction de la pauvreté un peu directement, c'est-à-dire le paiement basé sur les résultats ou la rétribution des communautés directement par rapport aux efforts qu'ils consentent. Et que donc, dès lors que c'est un objectif noble et qu'il y a des engagements, nous, notre travail, c'est de faire le plaidoyer au niveau national et international pour que ces engagements soient pris en considération. Et voilà donc. C'est ça. Et ces engagements-là, pas du fait que, comme je disais tantôt, pas du fait que les communautés vivent dans la forêt, avec la forêt, et que ces engagements peuvent tomber caducs si les communautés se décident de boycotter. Vous connaissez le feu de brousse. Vous connaissez qu'avec une allumette, on peut brûler une forêt. Mais on ne peut pas la reconstruire avec la même allumette. Vous savez que ces gens-là qui vivent dans les forêts, ils connaissent la saison sèche, ils connaissent où se trouvent toutes les essences, ils peuvent les abattre d'un moment à l'autre. C'est-à-dire que nous d'une part, nous contribuons à informer, à sensibiliser les communautés pour qu'ils aient un comportement qui protège les forêts. Et de l'autre part, nous sommes en train de faire un plaidoyer pour que ces efforts qu'ils consentissent puissent être pris en considération parce qu'au fait, à un certain moment, c'est un problème de survie. C'est vrai. La vice-première ministre a besoin de la contribution de chaque partie prenante pour la réussite d'abord des travaux préparatoires ici en RDC, mais quelles sont les projections que la société civile fait par rapport à la réussite non seulement de ces travaux de la PRECOP, mais aussi surtout à la participation de la République démocratique du Congo, qui est bien sûr co-organisateur des travaux préparatoires, mais sa participation effective au niveau des travaux proprement dit de la COP 27 en Égypte. Quelles sont les projections, quelles sont les propositions également que cette société civile fait pour que la RDC puisse vraiment aller à la COP en pays solution comme on l'a dit? Notre premier souci, c'est de voir encore une fois le chef de l'État se présenter lui-même, conduire la délégation. Le deuxième souci, c'est d'éviter une présence fictive de délégués à ces assises-là. On ne sait pas remplir ces assises des gens de l'administration, de sais pas moi, qui posent problème. Il faut une présence significative, une présence qui peut, disons, faire un peu de travail. La troisième chose, c'est que il faudrait qu'il y ait des messages clairs et qu'il y ait une organisation qui est une bonne organisation. Donc, avec ces trois éléments-là, je pense qu'à un niveau, nous n'avons pas de l'autre côté, il y a toujours des activités parallèles. Et ces activités parallèles sont très écoutées. Et que donc, la COP, ce n'est pas une conférence de la société civile, c'est une conférence de chefs d'État. Et que donc, nous avons des accréditations, nous sommes acceptés, nous sommes accrédités par les gouvernements pour aller participer à cette COP-là. Et que donc, dès lors que notre gouvernement a un message clair et que nous, comme société civile, nationale et internationale, nous mettons ensemble dans les side events, dans d'autres événements, je pense que le message passe facilement et que les choses avancent. Donc je pense que la mobilisation, la vraie, va passer par la volonté de notre gouvernement d'assainir sa participation avec des personnes ou des équipes musclées, des bons négociateurs. Parce que vous savez que c'est à ce moment-là aussi qu'on va discuter autour de contributions déterminées nationales, qui est le bas financier de la RDC. C'est ça le budget, notre budget par rapport à tous les efforts qu'on va consentir dans les années qui suivent. Et que donc il faut qu'il y ait de vrais négociateurs, qu'il y ait des participants qui ont la volonté, pas ceux qui vont faire le shopping ou le tourisme, comme on en voit tout le temps dans les autres COP. Voilà, merci. Voilà. Alors, Cordon, la RDC ne vit pas en vase clos parce qu'elle fait partie d'abord du bassin du Congo et les membres de plusieurs organisations sous-régionales. On va parler de la CPGL, de la CEAC, de la SADC, ainsi de suite, mais aussi de l'Afrique de façon générale. Est-ce que
ce ne sera pas une façon aussi de disperser les énergies, parce qu'il faut que la RDC aille non seulement en solo, mais aussi avec toutes ces organisations. Est-ce que le message, il peut être accepté, que le message de la RDC prime sur le message des autres pays membres, par exemple du bassin du Congo, à la COP? Bon, je pense que ce n'est que justice. Hein. Ce n'est pas un message, ce n'est pas un combat. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'injustice dans ce genre de COP, parce qu'on considère les États comme le même. Si on prend le bassin du Congo, vous voyez ce que la RDC regorge. Mais quand on va les comparer au Congo, Brazzaville, le Gabon, pour distribuer des gâteaux comme si on distribuait à des gens de même âge qui ont le même travail, ça pose un problème. La RDC ne parle pas d'elle-même, mais on parle d'elle, parce que c'est une réponse. Vous voyez? Donc c'est un problème de considération, ce n'est pas un problème Et après, nous avons toute la synergie au niveau du bassin du Congo. Il ne faut pas l'oublier, parce que nous avons les fonds verts, nous avons été à Brazzaville la fois dernière pour le forum global sur les forêts. Il y a le Gabon avec qui nous sommes ensemble dans le programme CAFI. Et que donc il y a beaucoup de synergies qui sont construites autour du bassin du Congo et qui sont prises en considération par rapport à toutes ces questions-là. Et notamment la conservation de la nature et tout ce qui va autour, voyez-vous. À la COP 26, la RDC est allée comme pays solution. Elle va encore aller à la COP 27 comme pays solution, mais aussi comme pays co-organisateur des travaux préparatoires. Est-ce que pays solution, oui, mais pour quelle finalité? Pour les communautés locales, pour les communautés autochtones, pour la population congolaise tout entière? Nous sommes un pays solution pour les autres et un pays problème pour nous-mêmes. Il y a encore un travail à faire au niveau à l'intérieur pour la gestion orthodoxe de nos ressources naturelles. Déjà, le chef de l'État l'avait dit vendredi. Il a dit il a été conscient que les communautés sont maltraitées par les exploitants forestiers. Nous sommes une solution pour le monde, mais nous ne devons pas être des problèmes pour nous-mêmes. Et que donc c'est un peu ça la réflexion, l'anecdote que je pourrais un jour discuter avec la VPM le jour que je la verrai, pour dire oui, solution pour les autres, mais la solution pour les autres, on ne peut pas aller arranger la maison de quelqu'un d'autre quand on ne sait pas mettre de l'ordre chez soi. Nous devons assainir, nous devons nous rassurer que la gestion, que nos forêts sont gérées de manière rationnelle et durable. Nous avons encore les dossiers de toutes les concessions illégalement attribuées. Nous avons des problèmes de non prise en compte des intérêts des communautés et peuples autochtones dans le cahier des charges, dans la rétribution par rapport aux gestions de forêt. Donc nous avons le problème de l'administration forestière elle-même. Donc on a suffisamment de problèmes à régler à l'interne en même temps qu'on va aller se présenter aux vitrines avec des solutions pour les autres. Et on n'est pas là pour aider les autres, parce que si pour les autres, on doit être d'abord là pour soi-même. On le voit déjà avec les autres, les riches et les autres. Il n'y a personne qui se bat pour aller faire plaisir à l'autre et laisser chez lui en train de souffrir. Alors, Cordon, je voudrais encore insister, Cordon, sur la RDC Pays Solutions. Vous savez comment nos ressources naturelles sont gérées, nos forêts particulièrement, mais aussi une autre donne vient de s'ajouter, c'est celle des blocs pétroliers au niveau de l'activité centrale pour lesquels d'ailleurs il faut lancer des appels d'offres. Mais est-ce que la société civile ne s'inquiète pas aussi de cet état de choses? RDC Pays Solutions, exploitation pétrolière, peut-être dans les aires protégées, dans les parcs nationaux, la société civile ne se plaint-elle pas par rapport à cette situation? On n'est pas là pour ce que les gens appellent la réduction des émissions zéro. Les émissions ne peuvent pas être réduites à zéro, parce que les communautés doivent survivre. La transition écologique prend aussi du temps et des années, des siècles. Nous sommes là on ne peut pas continuer. Nous avions produit il y a plus de 3 ans, quand il s'agissait de débat sur les deux blocs. Et maintenant, aujourd'hui, on revient encore, ce débat devient en surface, cette fois-ci de manière un peu plus inquiétante. Et je pense que nous sommes en train de produire encore une note bientôt, mais nous allons amorcer des discussions et des échanges pour que nous puissions comprendre un peu, ou enfin persuader, parce que ce que nous avions dit dans son temps, c'est que le pétrole, oui, à Mwanda il y a du pétrole. On a à quel niveau de développement à Mwanda? Que coûte le litre de pétrole à Mwanda?
Donc ce ne sont pas des solutions directes quand on commence à détruire les forêts pour aller... Donc comme ça, on appelle ça quoi? À qui nous la Kédébale. Donc plus plus tu vas dedans. C'est pas ça. Je pense qu'il y a un travail à faire pour voir quels sont vraiment les besoins de développement. J'ai suivi le chef de l'État et d'autres qui m'ont démontré qu'avec l'agriculture on peut survivre. Avec nos forêts, nous pouvons développer notre pays. Alors qu'on cesse de tâtonner et de faire des choses qui ne sont pas planifiées. Dans 10, 20, 30, 40 ans, on ne va plus parler de pétrole parce qu'il y a certainement, effectivement, cette transition énergétique, cette transition écologique, il faut négliger, il faut abandonner, disons, les énergies fossiles. Et la RDC s'est dit, c'est le moment ou jamais d'exploiter mon pétrole parce que sinon, je ne l'aurais plus exploité. Bon. On ne peut pas, nous on ne refuse pas l'exploitation du pétrole et de tout ce qu'il y a, c'est pas ça, c'est un droit à un pays d'exploiter ses ressources naturelles globalement. Nous, notre souci c'est de respecter en conformité avec les engagements nationaux et internationaux. On ne peut pas signer un document pour réduire les émissions sur l'espace et demain, après-demain, vous commencez en même temps à détruire ce même espace. Et puis après, il y a le coût d'opportunité. Il faut s'assurer que est-ce que vraiment c'est opportun et que c'est rentable. Quand on fait la comparaison, quand on voit ce qu'on a toujours dit quand on parlait de moratoire. J'ai dit, mais il n'y a jamais eu de moratoire sur les cobaltes, sur les diamants, et qu'est-ce qu'il y a au Kassai, qu'est-ce qu'il y a au Katanga. Si vraiment on devait être premier, on est premier producteur mondial, c'est pas moi, du cobalt, de cuivre. Et après, la ville de Katanga, il y a quoi? Si on produit les diamants, qu'est-ce que... Finalement, donc, je pense que la réflexion, c'est pas vraiment celle-là. La réflexion, c'est de dire qu'est-ce qui nous fait gagner de manière durable. Et nous pensons que ce sont les ressources naturelles, enfin, ce sont les forêts, et tout ce qu'on a comme biodiversité qui peuvent nous faire gagner de manière durable sans pour autant avoir des problèmes de détournement avec des gens qui font, c'est pas moi, des banquiers qui vont de gauche à droite, ou alors il y a des cobaltes qui sortent, c'est pas moi, il y a la guerre qu'on vous impose. On ne peut pas imposer la guerre sur une forêt parce qu'on ne va pas on va l'amener où? Ouais. On ne va pas amener, si le Kivu était l'Équateur, il n'y aurait pas de guerre là-bas parce qu'on ne sera pas transporter le bois, on ne sera pas faire une guerre pour amener le bois. Ouais. Et que donc, moi je pense que de manière durable, plus stable, vous allez réaliser que dans les provinces forestières, il y a la stabilité, il y a la paix, il y a le calme. Parce que, mais entre-temps, il y a la richesse, il y a l'argent. Quand nous parlons de la règle, nous parlons de gigatonnes, c'est question dans ces milieux-là. Et si on va à 300 gigatonnes, on est à 10 à 20 $ la tonne de carbone, on a tout ce qu'il faut pour développer ces pays. Et sans pour autant aller chercher à transformer ou aller chercher des banques ou des crédits intermédiaires, tout ça, voilà. Monsieur le coordonnateur, le premier segment, comme nous l'avions dit tantôt, c'est celui des scientifiques à Yangambi. Ce sera déjà du 5 au 7 septembre 2022. Est-ce que la société civile donne une chance à la réussite de ces travaux préparatoires d'abord et puis à sa participation aux travaux proprement dit de la COP 27 en Égypte? Mais ce que nous pensons, c'est que nous allons mettre tout ce qu'il faut comme énergie pour que cette activité puisse réussir. Maintenant, je veux dire que la COP, c'est la conférence des partis. C'est la volonté, encore une fois, de l'administration du gouvernement. C'est eux qui sont là parce que nous étions on a vu dans l'équipe, dans les commissions, tout le groupe, c'est eux qui dirigent ça. Il faut qu'ils aient un degré d'amour du peuple, un degré de moralité pour essayer de travailler de manière à sorte que cette COP puisse réussir. Ça, c'est au niveau de la RDC. Au niveau de l'Égypte, la RDC, là, il n'y a pas assez de problème parce que là, c'est un travail international où il y a la conjugaison des efforts de tous les partenaires, où il y a un certain standard avec les scientifiques et les GIEC et les États, tout ça. Donc il y a tout un mécanisme international qui fait en sorte que les COP soient organisées d'une manière standard, on n'a pas de problème. Maintenant, parce que là, je pense que tout a été calculé, la capacité d'accueil et tout le reste. Je crois qu'à ce niveau, le vrai problème, c'est à notre niveau ici à la RDC, par rapport à la logistique. Vous savez que c'est un pays vaste, quitter Kinshasa, aller en Gambie, bon.
je ne sais pas, il faut qu'il y ait des mesures spécifiques ou des vols spéciaux parce que vous allez trouver qu'il n'y a qu'un vol par semaine et après, bon, quel est ce visiteur-là qui va aller passer 2 semaines en RDC pour une activité de 2 jours. Donc il y a tout un travail à faire, nous sommes là, nous étions réunis encore hier, nous sommes en train de suivre, nous sommes très regardants pour voir un peu sur comment est-ce que le gouvernement s'y prend pour essayer un peu de faire avancer cette question-là. Certains sont devenus aujourd'hui sceptiques de la tenue de ces COP. On est à la 27e conférence des partis aujourd'hui, mais ce sont les mêmes scènes, les mêmes spectacles. Il y a des résolutions qui n'ont jamais été respectées, il y a des accords qui n'ont jamais été respectés, même s'ils sont ratifiés par les États. Et on va de COP en COP, on ne sait pas quel est l'avenir. Pendant ce temps, le climat est en train de se réchauffer, mais les négociations se poursuivent sans réelle réponse aux effets des changements climatiques et le monde se réchauffe progressivement. Est-ce que la société civile ne se plaint pas aussi de ce fait qu'il n'y a jamais eu des concrets dans l'organisation de ces COP ou à l'issue de ces COP, c'est comme si on était en train de tourner en rond et on va de COP en COP. Vous savez, l'accord de Paris nous a donné une grande ouverture. C'était la première fois qu'on ait quand même des ouvertures après avoir participé c'était à la COP 21. Et après ça, il y a des années qui sont passées avec la pandémie. Mais avant tout ça, il y avait des COP, mais on était au niveau des déclarations. Ce n'est qu'à Paris, on a quand même évolué pour nous amener vers la proposition de contribution déterminée nationale. Nous étions surpris, et peut-être pas surpris, et très étonnés qu'à Glasgow, on n'a pas eu une résolution claire par rapport à cette question de finances, de contribution déterminée nationale des pays. C'est vrai que la RDC n'était pas encore prête avec sa CDN, mais au moins s'il y avait la volonté, on pouvait s'en sortir. La pression que nous avons fait à Glasgow, les dirigeants nous ont dit que la question est remise en Égypte et qu'en Égypte, je pense qu'on pourra parler clairement de ça. Donc c'est une inquiétude, nous ne nous fatiguons pas, nous continuons parce qu'en fait, je pense que c'est le monde entier, quand vous arrivez à la COP, tout le monde est mobilisé, mais personne ne veut prendre l'élite. C'est inquiétant. On a peur de la mort, mais entre-temps, on ne sait pas un effort pour prévenir, pour éviter, pour réduire, parce que tout le problème, c'est qu'on va mourir à un certain temps. Parce qu'en fait, aussi, là, nous disons qu'il faut réduire seulement à 1,5 d'ici 2050, pour voir si le climat va se stabiliser. Mais entre-temps, il y a tout ce qu'il y a comme l'évolution naturelle du monde. Le monde n'a pas été comme il est aujourd'hui, donc il va évoluer comme il a toujours évolué, mais pas par des effets anthropiques, pas par notre propre volonté. Vous voyez? Donc, notre principale mission dans ce COP-là, c'est d'aller dire, nous voulons cette fois-ci qu'il y ait de volonté, qu'il y ait un accord écrit, qu'il y ait un engagement. Les engagements, il n'y en a pas. Qui donne quoi, quand et comment dans un chronogramme. Ça ne se dit pas toujours. C'est des volontés ou des déclarations politiques qui s'arrêtent là. Notre CDN est ambitieux, il est de 43 milliards de dollars. Nous devons nous rassurer, nous dire comment est-ce que par rapport aux efforts qu'on va consentir, parce qu'ils sont bien clarifiés dans les documents, comment est-ce que les retombées vont venir. On ne va pas continuer d'aller de COP à COP pour rentrer avec des papiers qui finalement il n'y a rien de concret, il n'y a que des bonnes volontés. Nous avons la volonté, le monde va changer tout ça, mais entre-temps concrètement. Parce qu'en fait, ici, c'est le coup d'opportunité. Il faut que les gens changent de comportement en fonction des intérêts qu'ils ont ou en fonction de leur mode de vie. Ne me dites pas de ne pas entrer dans la forêt pour trouver à manger et vous ne dites pas comment je vais faire, sinon je n'accepterai pas de mourir de faim. Vous voyez? Et donc c'est très simple que ça, et que je pense qu'on va continuer à marteler, c'est ça notre travail. On ne se fatiguera pas, même si les chefs d'État n'auront pas toujours de la bonne volonté, parce que vous savez qu'il y a la concurrence entre les États, les gens veulent fabriquer les Satan 5 ou Satan 25 pour aller tuer les autres. Et tout ça, ce sont des émissions. Quand vous lancez une missile ou une bombe, vous émettez autant de... Et tout ça, cette concurrence-là nous gangrène, ça nous met en difficulté. Alors, Cordon, la guerre, il y en a en RDC, parce que si on parle des ressources naturelles, ce sont ces ressources naturelles qui sont convoitées, mais on voit également ailleurs, à l'étranger, entre la Russie et l'Ukraine, la guerre bat son plein, et d'ailleurs, avec le gaz
russe qui devait venir en Europe et qui ne vient pas comme il se doit. L'Allemagne a d'ailleurs décidé de rouvrir ces usines de charbon pour son énergie. Des inquiétudes partout en RDC, pays solution, mais aussi ailleurs à travers le monde. On court vers la catastrophe parce que le climat se réchauffe et on n'a peut-être pas de solution. Les problèmes se multiplient ailleurs. Où allons-nous? Quelle solution pour réduire les émissions de gaz à effet de serre? Quelle contribution pour la société civile à dire aux politiques qu'il faut agir et le plus tôt serait le mieux? On doit faire des efforts pour commencer à changer, à réduire ou à transformer leur mode de consommation d'énergie, de réduire les énergies fossiles au plus possible et progressivement. Et de l'autre côté, nous devons nous aussi faire notre part, c'est-à-dire continuer à préserver les forêts pour garder l'équilibre. Parce que c'est un problème d'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a des émissions et qu'il y a des séquestrations. Et que quand on a l'équilibre, il n'y a pas de souci. Et que donc les efforts, c'est que le plaidoyer, c'est que les amis de la société civile du Nord, nous devons conjuguer les énergies ensemble, les sociétés civiles internationales, pour que les efforts soient menés à tous les deux niveaux-là. Il faut absolument qu'il y ait un progrès rapide dans la transition écologique et dans la réduction des consommations de production de charbon, comme l'Afrique du Sud qui a produit des tonnes et des tonnes, dans les énergies fossiles et les énergies renouvelables. Nous avons déjà des réponses ou de certaines solutions par rapport à certaines composantes de batteries qui sont là. Et que donc tout ça doit être mis ensemble pour que la partie qui concerne la pollution ou les émissions puissent être réduites à ce niveau-là de manière à ce qu'on puisse garder l'équilibre. Donc c'est un travail de conscience internationale. Je pense que ces COP-là, par moment, ça fait réfléchir. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'être riche, mais il faut se dire que je suis riche pour combien de temps. Vous savez, moi j'ai toujours dit que nous, on n'a pas peur de mourir parce qu'on a un niveau de vie qui est faible. Mais quand vous arrivez dans le pays scandinave, vous trouvez des gens qui ont 100, 150 120 ans, qui tiennent encore à la vie. Mais eux, ils sont exposés parce qu'ils ont des icebergs qui peuvent fondre à tout moment. Je crois que même si on peut mourir après s'il y a le changement climatique à un moment. Il suffit que ces zones-là descendent sur eux là. Et donc je crois qu'ils doivent en être conscients, comme nous en sommes conscients, pour que nous puissions tous ensemble aider à ce que l'humanité puisse être maintenue. Comme nous l'avons dit, les travaux de la pré-COP, c'est déjà à partir du mois de septembre prochain et octobre en République démocratique du Congo en partenariat avec la République arabe d'Égypte. Un dernier mot, Cordon, par rapport aux travaux, par rapport à la préparation de la RDC à la COP 27, mais aussi la contribution de la société civile à la réussite des travaux, non seulement de la pré-COP, mais aussi de la COP proprement dite. Oui, le dernier mot, c'est la fluidité dans la communication. Vous savez, partout dans les préparatifs de COP, on communique suffisamment pour permettre à tous d'être au même niveau d'information. Je pense que ça a toujours été une faiblesse pour notre gouvernement de communiquer. On pense qu'il faut aller nuitamment dans une mission. On est là, après nous on nous pose la question ici, on dit on voit votre gouvernement, ils sont en Allemagne, à Bonn, ils sont en train de parler de ceci, que vous êtes informés. Ça c'est très dangereux. Il faut rappeler qu'il y a un site dédié aux travaux de la pré-COP. Il y a un site dédié aux travaux de la COP, mais nous les acteurs, les réunions, les rencontres stratégiques, ça ne se passe sur les sites, les échanges, c'est pas sur les sites. C'est avec le ministère qu'on doit communiquer, qu'on doit avoir des réunions régulières, chaque fois qu'il y a un souci, pour voir un peu quelle peut être notre contribution par rapport à l'expérience que nous avons. Je crois que parmi eux, nous serons peut-être les seuls à avoir participé, en dehors de certains experts DDD. La société civile a participé à beaucoup plus de COP que tous ceux qui sont dans les cabinets aujourd'hui et ailleurs. Et donc on a des choses à échanger, on a quelque chose à apporter dans ce travail-là. La République démocratique du Congo organise, en tout cas pour la première fois, ces travaux de la pré-COP et avec l'objectif d'organiser la COP proprement dite. Peut-être la COP 28, 29, 30, on ne sait jamais, mais on a l'espoir que la RDC est en train d'avancer, la diplomatie est en train d'agir, la diplomatie environnementale en fait.
Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous étions donc avec le coordonnateur du groupe de travail climat Red Rénové, Guy Kajemba, avec qui nous avons échangé sur l'implication de la société civile aux travaux préparatoires de la COP27 qui va se tenir en Égypte pour ce qui est, en tout cas, de la COP proprement dite. Mais les travaux vont se tenir ici en République démocratique du Congo en 2 segments. Il y a un segment scientifique qui va avoir lieu déjà au mois de septembre prochain au niveau de la province de la Tchopo à Yangambi, et puis les travaux du segment politique qui, eux, vont se tenir ici à Kinshasa, au Palais du Peuple, pour ce qui est de la politique ou du politique au mois d'octobre prochain. Merci de nous avoir suivis, merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission, et merci surtout à notre invité, Guy Kajemba, qui est le coordonnateur du GTCR, à qui nous disons un grand merci, et nous reviendrons peut-être très prochainement pour d'autres informations et échanger sur d'autres sujets qui concernent la gestion de notre environnement, de nos ressources naturelles qui doivent contribuer à la réduction de la pauvreté et au développement de la République démocratique du Congo. Au revoir et à très bientôt.